Audio Jungle. On va accueillir tout de suite comme il se doit Alain Chapuis, Bruno Fontaine et Jacques Chambon, s'il vous plaît. Avec un tonnerre d'applaudissements. Alors, bon, pour celles et ceux qui sont là depuis hier, je vais quand même refaire les présentations pour ceux qui arrivent aujourd'hui. Donc, nous avons Alain Chapuis, acteur, comédien, autant devant la caméra que sur scène. Vous incarnez depuis de nombreuses années donc le tavernier dans Kaamelott, on va avoir l'occasion d'y revenir. Bruno Fontaine, Elias de Kellywish, j'allais dire. Alias, oh bref. Deuxième magicien, Deuxième magicien, premier magicien en fonction des disputes d'hier, il n'y a pas de consensus encore. Mais en tout cas, magicien au sein de la cour du roi Arthur. Et puis enfin, Jacques Chambon, acteur, comédien également. Et vous avez aussi une super BD, j'en reparle à nouveau, si jamais vous n'avez pas vu, Throne, qui est très très sympa, vous pouvez aller le commander. Toi t'es vraiment bout de moulinet aussi. Hein. Très fatigué. Allez, et je précise aussi que vous faites aussi du doublage, et notamment on vous retrouve dans le chouette jeu vidéo L'Amulette du désordre, le donjon de Naldoak, très très chouette. Alors, on parlait hier un petit peu de Kaamelott en général, de votre rapport à la série et au film. Je voudrais rentrer un petit peu plus dans vos personnages, et après, public promis, je vous laisse toute la place pour poser des questions. Alain Chapuis, vous jouez donc depuis de nombreuses années ce tavernier qui est embarqué du coup dans la quête du Graal, dans ce nouveau film. Et je trouve ça intéressant parce que jusqu'à présent, vous restiez cantonné un peu à la taverne et parfois au château pour aller faire les doléances au roi Arthur. Là, il y a une bascule dans ce nouveau film puisque vous partez vous aussi à l'aventure. Je trouve ça intéressant. Comment vous avez appréhendé cette nouvelle mécanique de votre personnage ? Avec beaucoup de plaisir, je trouve ça super de pouvoir sortir de ma taverne. Comme dans la saison 5, il me semble que... Enfin, je suis sûr qu'on partait aussi avec le roi et la reine. Non, c'est bien de partir à l'aventure, moi j'adore ça. Donc, et puis je peux laisser ma taverne parce qu'elle est entre de très bonnes mains, notamment c'est Cadoc qui est là, qui peut donc tenir la taverne, donc il faut avoir confiance en lui. Même si vous avez retenu quand même un peu l'information sur la convocation pour la table ronde au début du film, bon, il y a... Oui, c'est ça, parce que je ne veux pas qu'il y aille, parce que j'ai besoin d'eux pour servir à la taverne, qui marche très très bien dans ce deuxième volet, c'est-à-dire on a tout reconstruit, ça cartonne, donc il y a du chiffre d'affaires à faire, donc je ne peux pas laisser partir le personnel, avec un Merlin qui est en cuisine aussi, à la plonge. Ouais, il y a un petit peu quand même d'exploitation au début du film, hein. À peine. Ouais. Jacques Chambon, donc incarné Merlin, c'est déjà pas rien en temps normal, mais alors là, incarner Merlin dans le Kaamelott d'Alexandre Astier, c'est quand même aussi une sacrée aventure. C'est difficile de rester sérieux avec un personnage comme lui. Oui, c'est difficile. Non, en fait, parce qu'en plus Alexandre, il a le chic pour nous donner des répliques qui sonnent de façon tellement drôle, tellement gourmande, qu'il y a quand même des trucs qui sont assez difficiles à faire sans se fondre la poire, quoi. Voilà. Donc moi qui suis plutôt rieur par nature, j'ai beaucoup de mal à garder mon sérieux quand je trouve le truc drôle, et ça m'a joué pas mal de tours pendant le tournage de la série. Le film un peu moins, parce que le film c'est un tel dispositif technique que on est un petit peu, je pense qu'on est un peu plus conscient de la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'une équipe aussi grosse, et en se disant que si je me mets à me poiler la gueule à chaque prise, on va perdre du temps et ça va foutre tout le monde dans le brin, donc non. Quand vous vouliez dire quelques petites histoires, c'est justement des situations durant le tournage de la série. Non, mais c'est des répliques. Non, c'est par exemple, quand je préconise à Arthur de se mettre des crevettes dans les narines,
la première fois que j'ai vu le texte, je me suis dit, je vais pas y arriver, quoi. Et j'ai eu un peu de mal à le faire, quoi, à le dire sur surprise. Voilà. Puis il y a des séquences comme ça, comme les cadres de dissimulation où je suis comme un con, je suis en train de chercher mes cadres en bateau jaune. Bon, je me rends compte du ridicule de la situation et je préfère en rire, mais c'est pas professionnel. Ouais, d'autant que avoir le texte pas longtemps à l'avance, ça laisse pas le temps de prendre du recul en fait. On est dedans, il faut l'interpréter. Et en fait, on n'a pas eu le temps d'évacuer trop le Oui, côté, on n'a pas eu le temps d'user d'effets de surprise. Et alors c'est très bien, je trouve que pour le jeu c'est très bien, c'est ce qu'on disait hier. C'est vrai que d'avoir le texte au dernier moment, on peut penser que c'est un handicap, et en fait pas du tout, parce que du coup, on n'a pas à se préoccuper de psychologie ou d'où vient le personnage, où il va, etc. On a un texte à apprendre, une situation qui est posée, on joue le texte et la situation, et comme le texte est écrit pour nous, ça passe, enfin ça marche. De votre côté, Bruno Fontaine, le fait d'incarner Elias de Kelewich, un rival quand même à Merlin, il y a tout ce travail de tension entre les deux personnages tout au long de la série. Mais là, je trouve que dans le deuxième film, c'est encore plus prégnant du fait qu'ils se retrouvent dans le même groupe d'aventure pour la quête du Graal. Il y a encore plus de tension. Comment vous avez joué là-dessus aussi Il est énervant, quoi. On se rend bien compte qu'il est pas très bon, hein, quand même. C'est vrai, je suis désolé de te le dire. Il arrive quand même à faire des trucs dans... Il est pas champion. Alors pour nettoyer un plat dans une plonge, oui, peut-être, mais pour le reste, c'est un peu faiblard. Donc moi, je viens donner un coup de main quand même. Et puis on avance un peu quand même. T'as réussi à trouver une petite graine à un moment donné. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'à aucun moment, personne ne comprend pourquoi tu arrives avec nous. Moi, je suis avec mon con, là, je suis bien avec lui. Voilà, j'ai trouvé un lien à ma dimension. Et d'un seul coup, on se retrouve avec un train de savate qui nous suit, qui nous colle comme un morpion. C'est insupportable. Alors, je suis content que tu en parles, parce que, effectivement, il fallait que ça avance un petit peu, Jacques, tu comprends? Alors, une fois que tu as fini ta vaisselle, je t'ai emmené prendre l'air, et tu vois, ça t'a fait du bien. Voilà, c'est ça. C'était déjà comme ça hier, hein, pour celles et ceux qui se posent la question et qui sont arrivés aujourd'hui. Est-ce que, n'empêche, on parlait hier du fait que Alexandre Astier, il arrive, il donne le texte et vous reprenez plaisir à jouer les personnages, c'est comme si c'était hier, hein, un peu comme si c'était du vélo. Est-ce qu'il y a quand même des marges de négociation avec Alexandre Astier au niveau du texte, au niveau de l'interprétation Non, c'est... On peut dire qu'il y a 99,9% de ce qui est gardé, et c'est lui, c'est Alexandre qui a écrit, et puis on peut mettre notre petite touche, mais c'est minime, quoi. C'est vraiment un petit truc. Moi, j'ai pu mettre comme ça, parce qu'à la fin d'une impro, d'une scène, quand il dit 3 poulets, on est dans 3 poulets, et là je me retourne et je dis maman, 6 poulets qui vont bien. Et ça, on l'a gardé. Il a dit bon, ok, il s'est dit allez, on le garde, mais souvent il aime bien qu'on joue ce qu'il a écrit selon une musique. Et si on rajoute 3-4 notes à la fin ou dedans, eh ben, c'est plus la même musique, donc ça va être embêtant, quoi. Faut que ce soit cohérent, faut que ce soit et qu'il le valide. Il veut le valider, voilà, en général, tout le temps. Moi, c'était sur la saison 5. Il y avait un extérieur, il y avait de la neige. Ça se faisait en studio. Et ça glissait, parce que la neige, c'était des petits morceaux de plastique, c'était très glissant. Et je lui ai dit, j'imagine que tout le monde te propose une chute. Il me dit, pas du tout. Et j'ai dit, bah, écoutez, je vous propose une petite chute, si ça vous va. Et il m'a dit, bah, avec plaisir. Et je tombe dans la saison 5, merveilleusement bien, regardez-la bien. Une belle chute, et il l'a gardée. La petite chute. C'est la petite chute. Et Merlin, est-ce qu'il y a eu des propositions? J'ai fait énormément de propositions dont aucune n'a été retenue. Non, en fait, non, pas du tout. Enfin, pas tellement. Non, je crois pas. Je crois pas, non, parce que c'est vrai que c'est écrit à la virgule près. Donc, comme le disait Alain, il y a une musique, il y a une. Non, je crois pas. Ouais. Une fois, j'ai un merde qui est sorti au lieu d'un flûte. Ben, même ça, il ne l'a pas gardé. Le merde, il était vachement plus spontané. Et en fait, mon merde, il est sorti comme naturellement. Mais non, il m'a dit c'est flûte. Attends, c'est vrai que ça te va mieux, flûte. Monsieur Elias, fermez-la. Moi, quand j'ai fait les combats de chiens,
Il m'a dit, il s'appelle Shinkies, c'est pas un chien d'ailleurs, c'est un furet. Et il s'appelle Shinkies. Et moi je joue, on a le texte vraiment le matin au maquillage, et je dis, il s'appelle Schnickies. Je le fais une fois, il est coupé, il dit super, mais c'est Shinkies. Ouais, je dis, bon. Là, c'est un peu chiant quoi. Je refais, puis il s'appelle Schnickies. Ah, mais, non, dis Shinkies. Et là, troisième fois, il me dit, Shinkies, c'était le nom de guerre de Gengis Khan. C'est pour ça que j'ai mis ce nom-là. Je dis, oh putain, ah d'accord. Donc tout de suite, je me suis dit, ok, c'est important. Et pour dire que souvent, ce qu'il écrit, c'est assez important au premier degré, il faut que les sonorités soient bien, mais aussi au deuxième degré, ça a toujours un sens. Ça a toujours. C'est rarement un truc juste comme ça. Non. Il y a un sens. Si c'est très documenté, il est très savant sur plein de choses, sur les légendes, sur l'histoire et tout ça. Donc, on se dit, on ne va pas lui casser son texte. On va l'enrichir, lui mettre l'enrober, bien sûr, mais on ne va pas refaire son texte. On a confiance, en général, vraiment. Il y a un dernier aspect que je voulais voir avec vous avant de laisser la place au public, c'est la question de la magie qui est de plus en plus présente en fait, notamment avec les films, il y a plus de moyens. C'est notamment tout le travail autour des effets spéciaux. Comment ça se passe? Parce que jusqu'à présent dans la série c'était un peu bricolé, mis un peu hors caméra. Là, il y a des effets visuels, il y a de la 3D, il y a des choses qui sont intégrées. Comment ça se passe? Vous avez des indications, il faut regarder dans telle direction, il faut faire ci, enfin... Moi, avec moi, il n'y a pas d'effets spéciaux parce que je les fais en vrai, moi. C'est ça la nuance. Alors, Jacques, vas-y, tu peux parler du fond vert, c'est tout. Non, c'est vraiment un enfoiré. C'est très difficile de reprendre après ça. Hein. Non, alors pour les effets spéciaux, en fait, nous, on a assez peu conscience sur le tournage de ce qui va être apporté en termes d'effets spéciaux sur ce qu'on fait déjà. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, il y a un référent effets spéciaux qui est présent avec nous et qui réfléchit surtout avec Alexandre en termes d'axe de caméra, de géométrie, en fait. Et en fait, ça nous... On est assez peu, on n'est pas influencé par ça, c'est-à-dire que Alexandre l'intègre dans sa mise en place, dans la mise en place des acteurs et dans les déplacements qu'on va faire, mais ça ne nous apparaît pas comme lié aux effets spéciaux, c'est juste la géométrie de tournage d'un plateau, quoi. C'est-à-dire que pour nous, ça change rien. C'est après coup, quand on va voir la projection, qu'on se rend compte de tout ce qui a été fait en plus. D'ailleurs, il y avait la personne qui s'occupait des effets spéciaux était très souvent ici. Enfin, ils étaient avec nous, et ils parlaient beaucoup avant, et après, nous, on s'en occupait pas. Ils géraient leur prise de vue, tout ça ensemble. Ouais. Moi j'étais terminé sur mes questions. Ah bon d'accord, très bien. De toute façon j'avais fini. Est-ce que le public, vous avez des questions? Vous êtes tellement nombreuses et nombreux, il y a forcément pas mal de questions. N'hésitez pas à lever la main. Alors, et on peut applaudir nos techniciens parce qu'ils sont formidables, bravo à eux. Ils sont sur le front depuis le début du week-end. Alors, le micro... Oui, monsieur. Ah, bonjour. Alors, une question qui se divise en deux. À tous les trois, ce que vous avez préféré dans votre expérience Kaamelott et ce que vous avez aimé le moins. Ce qu'on a préféré en tournant Kaamelott et ce qu'on a aimé le moins. Tout Kaamelott confondu depuis que ça a commencé, donc depuis les tout débuts, quoi. C'est hyper dur en fait comme question parce que moi j'ai tout aimé. Enfin, j'ai adoré tourner Kaamelott, la série, j'ai adoré tourner Kaamelott, les films. C'est trop difficile en fait. Et franchement, j'ai pas de mauvais souvenirs, à part avoir eu froid sur les hauts plateaux de la Haute-Loire où on s'est vraiment gelé la couenne. Avoir passé la journée dans un lac avec de l'eau jusque-là, où j'avais la peau fripée après. On aurait dit un vieux de 95 ans. Voilà, mais voilà, sinon c'était toujours du plaisir parce que d'abord on fait ça avec des gens qu'on connaît, on a des relations amicales les uns avec les autres, on a tous joué au théâtre les uns avec les autres, ou presque tous les uns avec les autres avant Kaamelott. Donc voilà, c'est vraiment des conditions très particulières de tournage. Donc des mauvais souvenirs, non, j'en ai pas. Franchement, j'ai que des bons souvenirs du tournage, des tournages. Ça fait un peu
on se croirait un peu, ouais, on est tous formidables, c'est formidable. Mais c'est vrai, parce que moi j'ai connu des tournages tout pourris, hein, mais c'était pas à Kaamelott. Et on ne balancera pas, évidemment. Ouais, non, c'est vrai. Moi, c'est pas un mauvais souvenir, mais c'est sur le premier film, on tourne au-dessus de Saint-Étienne, dans la montagne, où il y a la taverne qui était détruite. Et on tourne toute la journée, et le soir on dit, mais Alain, tu restes toi. Ah bon, et qu'est-ce qui se fait? Tout le monde s'en va, tous les acteurs s'en vont, et on est quelques techniciens, et on va tourner de nuit, parce que c'est la scène où dans le premier volet, je suis dans la taverne dévastée, tout ça, et c'est un moment un peu de tristesse, et en fait on le fait, et on s'est mis vraiment, on était vraiment triste, quoi. Enfin, il y avait un truc premier degré qui était assez drôle, il faisait très froid au pied, puis là j'ouvre et puis je descends là je saute dans la taverne, il y a le toboggan après, tout ça. Mais on le fait, on s'est fait tous premier degré, on s'est dit après, en tournant de la tournée jusqu'à 11h du soir, minuit, on se dit putain, mais c'était vachement triste. Bah ouais, c'était super triste. Mais c'était un très bon moment, mais c'était assez triste. Ouais. Ouais, moi, je suis un peu comme Jacques, j'ai pas de mauvais moments, il n'y en a pas. Alors après, il y a des petits moments de détresse quand le texte n'est plus là parce qu'on est fatigué et qu'on ne sait plus le texte, on est un peu perdu. Si, moi, oui. Un petit peu. Mais sinon, à part ça, non, on rigole toujours, quoi. Oui, parce que l'expérience, c'est une expérience de cinéma ou de télé, enfin de film, et c'est aussi des expériences tout simplement humaines. Alors ça fait un peu boy scout de dire ça, on a fait un super truc tous ensemble, on s'adore. Mais franchement, quand on a tourné à Malte, eh ben, c'était formidable. Humainement, ça a été formidable. Oui, on rappelle qu'il était à Malte pendant que les autres n'étaient pas à Malte. Sous le soleil pour toute la deuxième partie. Voilà, c'était formidable. On était enfin, c'était génial, dans un super hôtel. Enfin, bon, c'était génial. Voilà, c'est des conditions difficiles. Il y a des carbone, je crois. C'est vrai. Et non, mais voilà, c'était très rigolo. Et à Malte, il y a des équipes excusez-moi les gars, mais bon, il y a des techniciens, il y a une équipe maltaise et qui parle qu'anglais et tout ça, et notamment un cascadeur. Et il y a un cascadeur américain qui venait régler les cascades. Parce que vous allez voir, dans le deuxième volet, là, il y a énormément de cascades. Et c'est drôle parce que ils étaient parce que c'était les gens qui faisaient pour Gladiator, qui avaient tourné Gladiator 2 là-bas. Et les mecs, ils étaient des mecs baraqués comme ça et tout ça, et ils voulaient qu'on fasse des trucs absolument incroyables. Après, on leur a dit, non mais, it's a joke, hein, c'est Kaamelott, il faut que ce soit avant tout drôle et tout ça, enfin, il faut que ce soit premier degré, mais il y a des cascades, le mec voulait vraiment qu'on se castagne comme des vrais, quoi. Donc c'était assez rigolo, quoi. Merci à vous pour votre question. Allez-y. Là, madame. C'est beau, belle collaboration. Bonjour, moi j'avais une question. Kaamelott, ça dure depuis plus de 20 ans maintenant. Ça vous fait quoi tous les trois de savoir qu'il y a des gens qui ont grandi avec vous et vos personnages? Ça nous laisse des doutes sur la capacité éducative de certaines familles. Non, indépendamment de ça, non, c'est super, c'est très chouette, c'est marrant de... Alors quelquefois, quand on vient nous dire, voilà, vous pouvez me faire un autographe, c'est pour ma grand-mère qui vous adore, tu dis, d'accord, ok, donc c'est vrai que ça fait un moment. Et en fait, on en est à la 3e génération, finalement. C'est-à-dire que maintenant, il y a les enfants de ceux qui ont grandi avec Kaamelott, qui sont obligés par leurs parents de regarder cette série avec des vieux acteurs, qui ne comprennent pas toujours d'ailleurs pourquoi les parents les obligent, mais et du coup c'est très marrant d'avoir, du coup on a quasiment 3 générations maintenant, et c'est très chouette parce que du coup c'est vraiment un univers qui s'est inscrit dans la culture populaire dans le sens le plus noble du terme, et qui fait que voilà, que ce petit court-métrage du tout début de 2004, Dies Irae, c'est devenu quelque chose qui rassemble énormément de gens. Il y a des mariages, enfin des unions qui sont faites grâce à Kaamelott, des divorces aussi d'ailleurs, je précise, hein, à mon avis. Et puis des naissances, enfin voilà, c'est une espèce de grande famille, et c'est très réconfortant de savoir ça, de mesurer ça. Et c'est dans des occasions comme celle-ci qu'on le mesure vraiment, parce que nous on a fait notre truc, puis après c'est passé à la télévision, on n'avait plus de prise dessus. C'est ce genre de rencontre qui permet de mesurer tout ça. Non, et ce qui est marrant aussi, c'est que les enfants, moi mes filles,
J'avais des filles toutes petites quand ça passait, donc elles regardaient. Moi, j'étais au théâtre le soir, et donc je ne le regardais pas en direct. Et elles étaient avec la nounou, elles regardaient ça, mais elles ne comprenaient rien, parce qu'elles avaient 4 ans, 5 ans, mais elles attendaient quand je passais, elles étaient contentes. Et c'est en grandissant, au fur et à mesure, elles revoyaient des scènes, elles disaient « Ah, mais on n'avait pas compris ça quand on était trop petits !» Et parce que ça se lit à un premier degré, deuxième, troisième degré, et c'est vachement riche au niveau de l'écriture, et qu'on peut le voir à plusieurs degrés, en fait. C'est pour ça que c'est marrant quand, pour les enfants qui ont grandi avec ça, ils évoluent avec aussi. En revanche, les filles de Bruno Fontaine ont demandé à changer de nom pour ne pas être associées. Vraiment pour l'intérêt de dire ça. C'est des gens qui nous respectent et je pense que c'est important qu'ils disent des choses sérieuses. J'ai rencontré une personne qui avait appelé son fils Elias. Tu vois? Et là, je comprends pas. Être méchant à ce point-là, je ne comprends pas. Non, mais c'est sûr, c'est super de vous voir et de voir vos yeux briller. Voilà, nous, on est très heureux, quoi. Tout simplement. Une autre question dans le public. Oui, monsieur dans le fond, il va falloir faire passer le micro. On compte sur votre collaboration. Merci beaucoup. Oh là 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 là, regardez-moi ce passage de témoin. Bonjour, merci de votre présence et c'est vraiment très cool de vous avoir aujourd'hui. J'avais une question par rapport notamment au doublage que vous avez fait pour les jeux vidéo du donjon de Naalbuck. Finalement, les aventures MP3, c'est un peu lié avec Kaamelott. C'est un monde pas si distant, c'est de la fantasy, on se prend pas trop au sérieux, il y a de l'humour. Est-ce que ça vous a peut-être donné envie de doubler dans des aventures MP3 ou de faire du travail autour de ce type de médium, on dirait, qui est un peu différent finalement du... Bah oui, c'était très marrant à faire. En plus, Donjon de Naalbuck, mon fils était un dingue de la série audio. En fait, il écoutait ça et ça me faisait marrer. J'étais même allé voir, je l'avais même emmené voir le concert du groupe de Naalbuck à Lyon quand ils étaient passés. C'était très sympa. Mais oui, d'abord c'est très marrant à faire parce que l'univers est vraiment sympa et très drôle. Et puis c'est un exercice vraiment intéressant pour un comédien de devoir rendre des nuances juste avec la voix, sans s'appuyer sur le jeu et en étant avoir une dynamique, un engagement tonique suffisant pour que les auditeurs retrouvent la verve du personnage. C'est vraiment très intéressant. Moi j'ai adoré faire ça. Une autre question. N'ayez pas peur, il n'y a pas de mauvaise question. Oui. Alors, un petit peu devant. Parfait, merci. Bonjour. Déjà encore aussi merci pour tous les bons moments que vous nous avez fait passer avant. Moi j'ai une petite question justement par rapport au fait, comme on sait qu'Alexandre Astier justement est extrêmement perfectionniste et tout ça, je veux savoir justement les tournages en eux-mêmes. Alors vous dites que vous en avez des bons souvenirs, ça je ne remets pas ça, mais je veux dire, non, comment vous sentez les tournages avec lui justement, comment c'est, parce que est-ce que c'est stressant, est-ce qu'au final ça reste quand même assez rigolo, enfin justement est-ce que c'est extrêmement perfectionniste où il a tout vérifié, est-ce que ça passe un peu, enfin voilà, je sais pas. En fait ce qui est très agréable, c'est qu'il est perfectionniste, c'est vrai Alexandre, il a un goût pour, une tendance à vouloir absolument contrôler l'ensemble de ce qui se passe. Mais ça ne le rend pas du tout agressif, ni autoritaire, je le trouve toujours très détendu sur les tournages, même quand c'est la merde, parce qu'il y a forcément des imprévus, mais il est toujours hyper détendu et très proche des comédiens. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu s'énerver parce qu'une prise ne lui convenait pas. Il dirige vraiment avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humanité, et il est le même avec Sting ou avec le dernier des machinaux, quoi. Il a exactement la même relation, et c'est quelqu'un qui est extrêmement respectueux de la personne qu'il a en face de lui. Même s'il a des côtés un peu asociaux parfois, parce que c'est pas quelqu'un qui va boire des coups, qui va boire des canons avec l'équipe après le tournage, mais sur le plateau, il est hyper bienveillant et attentif aux gens. Oui, avec le dernier, les figurants, on avait beaucoup de figurants, et chaque fois qu'il va s'adresser aux figurants,
Il va d'abord les vous voyez, monsieur, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous mettre là? Voilà, c'est formidable. Il a un mot pour chacun, avec beaucoup d'élégance. Et parce qu'il y a des tournages parfois où les figurants peuvent être des quantités négligeables. C'est comme des meubles. Posez-vous, faites. C'est les assistants qui s'occupent d'eux, et voilà, et ça peut arriver. Et là, jamais. Mais vraiment, il a su mettre quelque chose, une zénitude, c'est zen, et pourtant on est 200 sur le plateau avec les techniciens, les figurants, les trucs de ça. Et voilà, moi je trouve que c'est un exemple quand même. Pour ça, c'est un exemple. Bravo, bravo. Pareil. Pareil. Et voilà. On a encore le temps pour une question dans le public. Oui. Encore merci d'être venu. Juste une question, comme tout au long de la saga, vous avez quand même pas mal évolué au niveau de vos tenues, de vos personnages. Est-ce que vous avez une tenue que vous avez préférée, ou au contraire une tenue que vous avez détesté porter au cours de Kaamelott? Le diadème. Alors, bon, le diadème des premières saisons, j'en pouvais plus. J'avais mal au crâne à la fin de la journée, il était trop serré, bref. Le costume des premières saisons en dessus de lit molletonné, je ne l'ai pas regretté celui-là quand il a disparu. Mais plus franchement, c'est vrai que l'évolution artistique de la série a fait qu'on est passé par des aspects différents. Et moi j'aime beaucoup le Merlin de la saison 5, qui est un peu plus sauvage, un peu plus brut. Et j'aime beaucoup cette période-là de Merlin. Enfin, sur le plan de l'apparence. On peut préciser sur les costumes que là on avait Marilyn Fitoussi qui a fait tous les costumes. Alors que c'est de sa tranche, hein, ça a pu cliver. Certains ont trouvé que les costumes, machin, ceci, dans le premier volet, étaient soit trop ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est formidable, c'est qu'on en parle ensemble et on dit dans ton personnage, il va se passer ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu sois bien. Et c'est nous. Alors là, pour le coup, Alexandre lui fait confiance et on tranche, on dit, voilà, comment tu veux être habillé, comment tu veux... il y a des contraintes, elle va nous donner un type de costume, mais nous, quand on part en Méditerranée dans le volet 2, on a choisi nos costumes méditerranéens. On est parti dans des délires avec du coquillage, parce que les mecs, ça fait plus méditerranéen, vous voyez. Ils sont contents, ils ont fait un marché, puis ils ont acheté des trucs. Et donc, moi j'ai une grande djellaba, un truc, et on est bien, on se disait qu'on veut être bien dedans et tout ça. Et collègue qui lui avait sa Minerve, comme ça il voulait garder sa Minerve, parce que dans le premier volet, il est tombé de la tour, donc il a joué avec cette Minerve pendant tout le temps, il est comme ça, c'était... Et chacun, on se dit, non, je veux être bien, je veux être le mieux, et on en parle ensemble, et ça c'est super, c'est vraiment un travail collectif, et avec le maquillage, les perruques, tout ça, on dit, mais... soyons bien, il faut que vous soyez bien aussi, il faut que vous soyez à l'aise pour jouer vos personnages. Alors, à l'aise, moi dans la série, j'avais des chaussures un peu trop courtes, je tiens à le rappeler. Je fais du 42, j'avais du 41. Ce qui explique ma mauvaise humeur. Et mon acharnement de faire du mal, Jacques. Donc ce n'est pas de ma faute, c'est ça que je voulais te dire. Ouais, des fois c'est inconfortable, mais ça fait partie du personnage. C'est ce qu'il faut se dire. Alors après, effectivement, quand on a des trucs qui nous rentrent dans la peau, et en général, on change. Mais sinon, l'inconfort fait partie du personnage. C'était un costumier qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, on fait avec. Voilà, quand vous avez des armures, c'est Lionel qui me disait ça, il disait, quand il fait chaud, là, ça nous brûle parce que ça prend la chaleur. Et puis quand c'est froid, c'est désagréable, mais ça fait partie du truc, quoi. Comme vous, quand vous êtes costumé et que vous êtes toute la journée avec des trucs inconfortables, voilà, faut se donner du mal, quoi. Pareil. Avant de terminer là-dessus, un mot. Le prochain film sort le 11 novembre. Je sais, on a le droit de rien en dire parce que c'est niette. On peut rien en dire parce que... Je sais pas de quoi ça parle. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas joué... C'est des chevaliers, Jacques. Si, on l'a tourné, mais on n'a jamais eu le scénario. Ah oui. Nous, on avait nos scènes, seulement nos scènes, donc ce qui se passe avant nos scènes, on ne sait pas. Ce qui se passe après nos scènes, on ne sait pas. Et donc on ne sait rien, on peut rien vous dire, en fait.
j'avais remarqué, moi, sur le premier film, ceux qui savaient le plus de choses, c'était les chauffeurs, qui nous emmenaient sur le plateau parce qu'ils demandaient des infos à chacun, et après, ils faisaient tout le truc. Mais nous, on savait rien du tout. J'allais vous demander, il faut s'attendre à quoi? On sait qu'il y a un peu plus de cascades, apparemment. Il y en a qui sont allés à Malte. Nous, avec Bruno, on était à Villeurbanne pendant ce temps-là. Hein, c'était bien Villeurbanne, mais on n'a pas trouvé de coquillage. Un tonnerre d'applaudissements pour Alain Chapuis pour cette Merci infiniment. Merci à vous public, merci aux techniciens et rendez-vous l'année prochaine, j'espère, pour de nouvelles